Mais dans les minutes qui vont suivre, je vais surtout vous exprimer les difficultés de la mission que nous avons remplie, à travers des situations humaines particulièrement douloureuses qui nous ont marqués durablement. Je note dans l'Assemblée d'autres personnes qui ont servi en Turquie, certaines sous mes ordres, d'autres non loin de nous, et je pense que cela fera écho aux situations qu'ils ont vécues. Mais je vais surtout, durant cette intervention, vous montrer le courage des hommes et des femmes qui se sont donnés sans compter durant plus de 10 jours et qui peuvent être fiers d'avoir rempli leur mission de la plus belle manière. Permettez-moi tout d'abord de resituer l'action qui a été brièvement introduite. Donc le 6 février, effectivement, un séisme, mais un deuxième aussi, quelques heures après, non loin de Gaziantep et Kahramanmanaras. Vous pouvez voir sur l'écran le golfe d'Alexandrette, autour duquel se situe l'action. En rouge, vous pouvez visualiser donc les deux épicentres, et en vert, les deux lieux où le détachement que j'ai commandé aura été déployé. 48 heures après le déploiement de ce Heavy Urban Search and Rescue, donc de ce détachement lourd de sauvetage d'éléments, un autre Heavy USAR français composé de sapeurs-pompiers de la zone Île-de-France se déploiera également vers Kahramanmanaras. Et puis de nombreuses associations interviendront également en recherche ou en secours. Enfin, l'escrime, l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicalisée, armé avec des sapeurs-sauveteurs de l'USS 7 de Brignoles et des secouristes du 10-30, prendra en charge de nombreux blessés. Le bilan de ce séisme, tel que je le montre là, est peut-être pas tout à fait exact. Je pense que les autorités turques, aujourd'hui encore, continuent de l'affiner. Mais il vient surtout illustrer l'ampleur de ce désastre. Et je voudrais souligner que la Turquie a d'emblée pris la mesure, effectivement, de l'ampleur de la catastrophe. Elle a très vite sollicité l'aide internationale, qui a afflué sous différentes formes. Et vous pouvez le noter, pour la partie sauvetage déblaiement, plus de 20 équipes du mécanisme de protection civile de l'Union européenne sont intervenues. Et au final, on estime entre 100 et 200 personnes extraites des décombres par les équipes internationales. Notre mission se décompose, comme toute mission, traditionnellement en 3 phases. Une de montée en puissance, une de recherche à proprement parler, et enfin le désengagement. Pour au final, dans cette mission-là, 6 jours pleins de recherche et commençant moins de 48 heures après le premier séisme. Pour vous présenter cette mission, je la caractériserai de la manière suivante. D'abord par son rythme rapide et saccadé. Ensuite, j'aborderai le côté intense et difficile. Et enfin, je vous montrerai qu'elle est le fruit d'une œuvre collective nécessitant humilité et courage. Une mission de sauvetage déblaiement nous entraîne dans un tourbillon où se succèdent des phases très très rapides et des phases d'attente qui semblent interminables. Et c'est ce que je vais aborder dans cette partie sur le rythme rapide et saccadé. Par définition, c'est une course contre la montre qui commence lorsqu'à 5h30, l'alerte sonne. L'alerte dans l'unité que je commandais, l'USC1, en fait, c'est un dispositif d'astreinte qui peut mobiliser 100 personnes en moins d'1 heure pour être prêt à partir n'importe où en France ou à l'étranger pour tout type de catastrophe. Quand nous sommes appelés, nous ne savons jamais exactement sur quelle catastrophe nous interviendrons. Et en l'occurrence, le 6 février matin, donc on réalise que c'est pour du sauvetage déblaiement. C'est le tempo, évidemment, politique et logistique qui a contraint notre action dans cette phase de montée en puissance. Vers midi, la Turquie a demandé officiellement l'aide internationale et a validé la proposition d'offre de la France. Voilà, quand je vous parlais de la rapidité avec laquelle la Turquie a saisi l'ampleur du désastre, le fait que aussi rapidement elle ait validé l'aide internationale, c'est qu'elle a compris qu'elle ne pourrait pas faire face toute seule à l'ampleur de la catastrophe. Ensuite, les contraintes logistiques. Nous avons reçu l'ordre de quitter Nogent-le-Rotrou à 17h et de faire mouvement vers Roissy. La manœuvre du fret a été particulièrement compliquée puisqu'il a fallu le répartir entre l'A330 MRTT que vous pouvez voir sur la droite de la diapositive et un A400M basé à Évreux.
Et nous avons également été retardés en partie par la grève qui fixait les aéroports parisiens ce jour-là. Après déjà une attente qui nous paraissait très longue, nous avons pu décoller à 4 heures du matin le 7 février de Roissy. Enfin. À l'arrivée en Turquie vers 10 heures, tout en récupérant notre fret, le récupérer, c'est-à-dire le décharger de l'avion, le recharger dans des vecteurs, demander à AFAD, l'organisme de protection civile turc. Nous sommes rendus au Reception and Departure Center, qui est le point de passage obligé pour toute équipe internationale entrant dans le pays. Et à cet endroit-là, le responsable d'AFAD nous a affectés à la zone d'Osmaniye, que je vous ai présentée initialement. Nous avons supposé par la suite que ce choix devait être dicté par des remontées qu'avait ce responsable-là, à ce moment-là, de bilan très lourd sur la ville d'Osmaniye. Et par ailleurs, il n'y avait aucune équipe internationale déjà engagée sur ce secteur, alors que plusieurs équipes faisaient déjà mouvement vers Antioche, qui sera la deuxième ville sur laquelle nous déploierons par la suite. Après avoir récupéré l'ensemble du matériel, avoir fait mouvement, nous pouvons débuter nos recherches sur la ville d'Osmaniye vers 22 heures. Mais très vite, nous nous rendons compte en fait du faible impact que nous produisons. Le détachement que je commandais, un AV Urban Search and Rescue, dispose de capacités de percement de béton, de découpe de métal, de recherche en grande profondeur. Et pendant toute la partie de recherche à Osmaniye, nous ne faisions que du déblaiement à la main. Nous retrouvions sur des zones d'immeubles effondrés à plat, donc de gros tas de béton, où nous étions plus d'une cinquantaine de secouristes à déblayer à la main. Les chances de survie étaient très faibles à cause de cet effondrement à plat qui avait peu de chances de créer des poches de survie potentielles. Donc assez rapidement, après avoir fait des reconnaissances alentours pour être sûr qu'il n'y avait pas de chantier qui correspondait à nos capacités, je décide de demander un redéploiement vers la zone d'Antioche. Puisque là, nous avions des informations comme quoi les équipes internationales extrayaient des décombres, des victimes vivantes, plusieurs dizaines. Alors demander le redéploiement, c'est facile, l'obtenir, c'est plus difficile. Il fallait convaincre les équipes locales qui pouvaient se passer de nous. Et il fallait à nouveau récupérer des vecteurs pour transporter l'ensemble de notre fret. À nouveau, le terme de AV Urban Search and Rescue, AV lourd, détachement lourd. Nous sommes un détachement lourd par les grandes capacités que nous apportons, mais le fret que nous transportons est assez conséquent, environ 125 mètres cubes et près de 30 tonnes de fret. Donc à chaque fois, il faut retrouver des camions, des transpalettes, etc. Dans cette manœuvre de redéploiement, l'appui de l'ambassade sera fondamental puisqu'elle obtiendra par l'échelon central de AFAD l'autorisation de nous redéployer et l'obtention des vecteurs. Dans cette manœuvre, il nous faut aussi démonter notre base d'opération qui venait à peine d'être installée. Enfin, les embouteillages pour accéder à Antioche ont été monstrueux. Il faut imaginer donc, que le jour où nous faisons mouvement, le 9 février, 3 jours après l'événement, de nombreuses familles venant d'un peu partout en Turquie se dirigent vers Antioche pour aller aux nouvelles de leurs proches disparus. Et nous sommes évidemment dans ce flux-là. Le flux contraire est également particulièrement embouteillé avec de très très nombreuses ambulances qui évacuent tous les blessés. L'hôpital d'Antioche étant lui-même incapable, ayant été touché par le séisme. Donc il nous faut encore perdre plusieurs heures dans les embouteillages pour atteindre Antioche. Mais dès le 9 février soir, nous reprenons nos recherches sur la ville d'Antioche. Ces recherches dureront 4 jours complets. Le 13 février, je décide de mettre fin à ces recherches. Décision difficile. Nous sommes à J+8. Il y a encore quelques victimes par-ci, par-là, vivantes, qui sont extraites, mais qui tiennent plus du miracle. Et la plupart des victimes extraites dans ce tempo-là, malheureusement, décèdent généralement quelques heures plus tard à l'hôpital. Au moment où je décide l'arrêt des recherches, la Turquie n'a pas prononcé la fin officielle des recherches. Et à ma connaissance, elle ne l'a d'ailleurs jamais fait. Il nous faut à nouveau nous désengager, à nouveau une manœuvre logistique avec des vecteurs, du démontage
de notre camp de base, puis de la manutention à plusieurs reprises, à la fois sur la base américaine qui nous héberge et puis sur l'aéroport civil international. Nous aurons à peu près 2 jours à la base américaine avant de pouvoir redécoller vers la France, qui nous ont offert un confort spartiate. Nous serons par chambre de 8 à 10, après avoir vécu pourtant des conditions particulièrement difficiles. Mais ce sera pour nous une étape importante de diffusing et de début de remise en condition physique également. Je le partageais à certains avant le début de cette conférence. Je pense que cette mission, en termes de fatigue physique, a été la plus difficile de ma carrière de 25 ans d'officier de l'armée de terre et d'officier des militaires de la sécurité civile. Sur les 10 premiers jours de mission, je pense que nous étions en moyenne à moins de 4 heures de sommeil par nuit. Voilà, enfin nous atterrissons en France le 18 matin, après une mission d'environ 12 jours. Après avoir rebrossé ce rythme rapide et saccadé, j'en viens au bilan de la mission. Cette mission que je caractérise d'intense et difficile. Grâce au redéploiement sur la ville d'Antioche, nous sommes donné la possibilité de fouiller les décombres sur des zones de recherche où la panoplie de nos moyens a été engagée. Nous avons percé, nous avons découpé, nous avons cherché à plusieurs mètres de profondeur. La rotation permanente de nos équipes permettait d'activer 2 chantiers simultanément en permanence. Nous avons travaillé de jour comme de nuit. Je le précise, pour les spécialistes du monde du sauvetage d'éblaiement, ça paraît peut-être une évidence qu'on ne s'arrête pas la nuit. Mais malgré tout, nous étions une des seules équipes internationales à travailler jour et nuit. Sur les chantiers la nuit, quasiment toutes les équipes turques étaient à l'arrêt et il n'y avait aucune autre équipe internationale à côté de nous. Le critère de sécurité était invoqué. Voilà, vous avez vu sur la carte initialement, Antioche est au sud-est de la Turquie, non loin de la frontière syrienne. C'est une ville qui comporte de nombreux réfugiés syriens également. Et il y avait ce sentiment d'insécurité lié aux réfugiés syriens. De notre côté, notre propre analyse, nous faisait estimer que le risque n'était pas suffisamment caractérisé au regard de notre devoir de continuer à chercher des victimes vivantes. Donc nous avons travaillé jour et nuit. Si, comme cela a été dit en introduction, malheureusement nous n'avons pas pu trouver de victimes vivantes, notre action de recherche a été particulièrement efficace. Vous pouvez le noter, nous avons accédé à 22 poches de survie potentielles. Donc nous avons réussi à les chercher là où il le fallait, mais malheureusement, a priori, trop tard. Et au final, les 40 victimes extraites, décédées, ont été rendues à leurs familles, qui ont pu réaliser leur travail de deuil. Et cette mission pour laquelle nous n'étions pas partis initialement, moi la lettre de la mission que j'avais fixée au détachement, extraire le maximum de personnes vivantes. Voilà. Mais finalement, dans l'esprit de la mission, qui était d'aider la population turque, rendre une victime décédée à une famille, c'est déjà une aide incroyable que nous leur apportions. Surtout quand quelques minutes après, les tractopelles venaient et faisaient un déblaiement généralisé. Ce travail d'extraction de victimes décédées, en revanche, a eu un impact psychologique fort sur nos équipes. Et j'y reviendrai. Et je pense que vous pouvez l'entendre dans le ton de ma voix également. Quand je vous parle de l'ensemble des moyens que nous avons pu déployer, voyez les moyens de recherche à travers des équipes cynophiles, à travers des drones, des radars, des caméras. Nous avons également bénéficié de caméras thermiques de la part des équipes turques. Voilà, nous avons vraiment déployé toutes nos capacités pour chercher dans les décombres, dans cette ville d'Antioche, dont un immeuble sur 2 était à terre. Ville de 400 000 habitants, dont un immeuble sur 2 est à terre. Nous sommes intervenus dans un contexte de risque permanent. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais nous avons vécu 4 répliques nécessitant une évacuation de chantier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la diapositive, vous voyez des bâtiments tenus par des pelles hydrauliques qui retiennent les façades. Nous avions des sapeurs-sauveteurs qui avaient des chantiers à l'intérieur de ces bâtiments-là.
Donc les façades menaçaient de s'effondrer et nos sapeurs-sauveteurs étaient à l'intérieur. Ils ont dû, lors d'une réplique, faire une sortie d'urgence de leur chantier. Évidemment, nous avons vécu de nombreuses autres répliques plus modérées. Je vous parlais des conditions sécuritaires. Il y a eu un mouvement de foule une nuit suite à une rumeur d'un barrage qui aurait cédé en Syrie et qui aurait déversé des flots vers la ville d'Antioche. Ce n'était qu'une rumeur, mais ça a provoqué des mouvements de foule desquels nos sapeurs-sauveteurs ont dû se protéger. Et lors d'une des répliques, lors de notre premier déploiement, sur notre base vie à Haussmannier, un bâtiment a menacé de s'effondrer. Alors nous étions installés bien évidemment à une distance raisonnable du bâtiment, mais si celui-ci s'était effondré, il aurait généré de la poussière, des gravats qui auraient pu venir menacer notre intégrité physique. C'est pour cela qu'en permanence, nous avions des télémètres laser, ce que vous pouvez voir en bas à gauche de la diapositive. Télémètres laser qui détectent le mouvement d'un bâtiment et qui peut nous alerter immédiatement sur le risque de la réplique. J'en viens aux leçons que je tire de cette mission. Cette mission qui, comme je vous l'ai dit, pour moi, cette phrase la synthétise bien, est une œuvre collective nécessitant humilité et courage. L'œuvre collective, je suis désolé, vous ne voyez pas bien, mais ce n'est pas grave. C'est tout d'abord la bonne coordination de ce que j'appelle l'équipe France. Coordination du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, qui est notre employeur immédiat, avec le ministère des Armées, qui a mis les vecteurs à disposition pour nous acheminer en Turquie. Coordination interne au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, avec des renforts venus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en médecins et infirmiers. Coordination avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le centre de crise et de soutien, l'ambassade sur place. Toute cette coordination fait que l'équipe France se met en ordre de marche et la France officiellement vient apporter son aide à la Turquie dans de bonnes conditions. Œuvre collective aussi de la communauté internationale. Vous pouvez voir sur la droite de la diapositive, c'est une réunion à ce qu'on appelle l'UCC, l'USAR Coordination Cell, la cellule de coordination de l'ensemble des équipes de sauvetage déblaiement. Sur la photo, il y a un Roumain, un Anglais, un Coréen, une quinzaine de nationalités. C'était particulièrement touchant, ces réunions que j'avais 2 fois par jour, où les chefs d'équipe internationales se rassemblaient. Et on voyait toute la communauté internationale qui faisait tous ses efforts pour aider un pays en détresse. Enfin, évidemment, l'œuvre collective se fait en appui de la Turquie et avec les responsables turcs. Et là-dessus, la French Touch, alors j'aime pas trop ce terme parce que c'est un terme anglais pour exprimer quelque chose de particulièrement français. La capacité d'adaptation des Français, de venir apprendre les petits mots de politesse, le bonjour, le merci, de comprendre les coutumes locales, joue beaucoup dans une mission de ce type-là. Parce qu'elles permettent très rapidement d'établir un lien avec la population, qui est celle que nous sommes venus aider, mais aussi un lien avec les responsables turcs. Et quand vous avez besoin de camions pour vous transporter, et que le chef de la gendarmerie turque est un militaire qui comprend que vous êtes militaire, et que vous savez lui dire bonjour dans sa langue, lui dire merci, etc., ça facilite également la réussite de la mission. Petit aparté sur la population, particulièrement touchante dans cette épreuve. J'y reviendrai, les nuits étaient particulièrement froides, et quand vous-même vous êtes en train de chercher pour cette population, et qu'on vous apporte une soupe chaude pour vous galvaniser dans vos recherches, c'est quelque chose de particulièrement touchant. Vous avez sur la photo en bas, la photo du détachement, mais au premier plan à côté de moi, nos conducteurs, nos traducteurs, des Turcs qui venaient de tout le pays, qui sont portés spontanément volontaires pour venir aider l'action des équipes internationales. Voilà, vraiment l'ensemble de la population turque que nous avons côtoyée à notre niveau a été remarquable de solidarité. De l'humilité, il en faut encore et toujours. Je l'ai dit, une mission sauvetage et blaiement, une cinétique tellement rapide qu'on a peu de temps pour s'adapter. Donc ce sont les actes réflexes acquis à l'entraînement qui sont mis en œuvre. Et le retour d'expérience de cette mission, c'est encore et toujours s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Évidemment, s'adapter aussi à l'environnement particulier.
voyez en bas à droite de la diapositive, une équipe de sauvetage et blaiement dans un tracteur, voilà, se déplaçant comme elle le peut pour rejoindre un chantier. Voilà, la capacité d'adaptation que j'ai mentionnée aussi avec la French Touch. Le recul affectif est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à générer à l'entraînement. Quand à l'entraînement, au bout de 6 heures ou 8 heures, vous dites à une équipe tu as fait ton temps, il faut que tu ailles te reposer, laisse l'équipe qui te relève prendre la main. C'est bien beau à l'entraînement. Quand ça fait plusieurs heures que cette équipe est en train de rechercher une victime potentiellement vivante, quand ça fait plusieurs heures qu'elle a le papa qui attend qu'on lui rende le corps de ses enfants à côté d'elle, l'équipe ne veut pas quitter ce chantier. Et là, c'est l'action du commandement, du chef, qui est de dire « je veux tenir dans la durée », donc la relève a lieu. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment difficile à tenir à l'entraînement, mais que nous sommes imposés en mission, sinon le repos physiologique n'a pas été suffisant pour pouvoir tenir dans la durée. Mais je vous assure qu'il a fallu faire preuve de fermeté à de nombreuses reprises sur ce point-là. Enfin, l'exigence de moyens, pas de résultats. Là-dessus, les médecins du détachement nous ont été d'une grande aide. Quand de jour en jour, nous voyons que nous n'extrayons que des victimes décédées et pas de victimes vivantes, c'est eux qui nous ont dit « Mais écoutez, messieurs, à chaque fois qu'on fait une RCP, on ne sait pas si on va y arriver, mais au moins on aura tenté. » Voilà. Le détachement est dans la même démarche. Vous donnez tout ce que vous pouvez et ensuite, le résultat ne dépend pas de vous. Voilà. C'est quelque chose qui a été important à faire passer au détachement pour la guérison psychologique à la suite de cette mission. Voilà, nous avons donné tout ce que nous pouvions, mais le résultat ne nous appartenait pas forcément. Je fais le parallèle avec notre métier. Comme je vous l'ai dit, on intervient sur tous les risques. Nous intervenons également sur le risque feu de forêt. Lorsqu'une section d'intervention feu de forêt, l'été, n'a vu aucune flamme, alors que ses camarades à côté ont combattu des brasiers gigantesques, où que ce soit, elle a malgré tout rempli la mission, participant au maillage territorial qui a permis d'éviter que les incendies se propagent partout. Et c'est un peu cette idée-là que nos médecins nous ont fait passer aussi. La centaine de vies sauvées sur la zone d'Antioche a sans doute pu l'être, parce que nous avons indirectement contribué à l'action de l'ensemble des équipes internationales par ce maillage des zones de recherche. Enfin, le courage. J'ai souligné le défi logistique. Au total, plus de 15 déchargements, chargements de fret à partir du moment où nous le chargeons à nos gens jusqu'au retour où nous le déchargeons à nos gens 12 jours plus tard. Mes 3 logisticiens ont fait un burn-out à l'issue de la mission. Ça a été 15 déchargements en 12 jours de mission. C'est une prouesse vraiment qu'ils ont fait, mais qui a évidemment généré une fatigue monstrueuse, d'autant plus qu'à chaque fois, il fallait chercher les vecteurs. J'ai parlé des bonnes volontés de la population turque, des renforts spontanés, mais la plupart des chauffeurs routiers qui venaient nous renforcer ne venaient que pour 24 heures, et après repartaient. Et donc nous perdions notre liberté d'action. Il fallait la reconquérir à chaque fois. Le courage dans les situations de froid, de fatigue et de risque sismique, déjà évoqués. Nous sommes beaucoup intervenus ces dernières années dans des pays chauds. Là, les températures étaient négatives toutes les nuits. Ça accentuait évidemment la fatigue physique. Je vous ai parlé de notre rythme 24-24. Et je vous ai évoqué le risque sismique. Nos sapeurs-sauveteurs n'ont jamais hésité à s'engager au plus profond des décombres, malgré ce risque-là. Et c'est vraiment cette notion de courage que je veux souligner cet après-midi devant vous. Enfin, les situations humaines rencontrées. C'est sans doute ce qui nous a le plus marqué psychologiquement. J'ai en particulier à l'esprit une équipe de sauvetage et blaiement qui, pendant 6 à 8 heures, a creusé sur un chantier de nuit pour extraire 2 frères de 4 et 14 ans. Le papa attendait qu'on leur rende le corps de ses enfants. L'enfant de 4 ans étant sur les épaules de son grand frère. Donc on peut imaginer qu'en pleine nuit, ils ont essayé de sortir. Voilà. Il a fallu amputer le frère aîné puisqu'on n'arrivait pas à le dégager. Je peux vous dire que cette équipe de sauvetage et blaiement, quand elle est rentrée sur la base opérationnelle, le défusing a été particulièrement important. Pouvoir à chaud déjà exprimer tous ces sentiments-là. Et aujourd'hui encore, on suit évidemment de retour d'intervention tous ces gens-là. J'ai pu admirer, je vous ai parlé de courage dans ces situations humaines aussi, j'ai pu admirer l'extrême délicatesse avec laquelle nos sapeurs-sauveteurs rendaient les corps aux familles. J'ai assisté à un moment à un corps qui était
très amoché, vidé de son sang. Et la famille voulait voir tout de suite le corps une fois qu'il avait été extrait. Et j'ai vu le sergent, chef de cette équipe, dire « Attendez, attendez, on va le mettre dans un body bag, dans un sac mortuaire, déjà pour être sûr que le corps reste pleinement intègre. Et ensuite seulement, on vous le montre. » Voilà. Mais il y avait toute cette délicatesse dans ce chef d'équipe sauvetage et blêmement pour que la famille puisse, du mieux possible, récupérer ce corps. En conclusion, je voulais vous montrer cette photo du visage déterminé et concentré des sapeurs-sauveteurs qui ont tout donné durant cette mission. À peine revenus au quartier, ils ont reconditionné le matériel. Certains n'ont pas pu prendre de permission et sont partis directement dans des stages de qualification. Il fallait être prêt à repartir ou plus vite pour d'autres missions. Pour conclure cette belle aventure humaine, je vais un peu m'effacer et je vais céder la parole à Madame Annick Cogent, grand reporter du Monde, qui nous a accompagnés sur toute la mission. Elle a réalisé un podcast de 20 minutes qui retrace toute notre mission. Et je vais vous proposer juste les 3 dernières minutes de son podcast en guise de conclusion. Dire qu'il n'y a pas de tristesse, énormément, je le sentais, je les voyais quand même abattus lorsqu'on attendait à l'aéroport. Et puis, je dois vous dire que cette scène m'a beaucoup frappée. On attendait à l'aéroport, il y a eu à un moment donné un haut-parleur, on ne savait pas à quel moment partirait notre avion, etc. Dans 2 heures, dans 8 heures, personne ne savait, ils ont l'habitude d'attendre. Et puis tout d'un coup, il y a eu un grand son, quelqu'un a parlé sur un haut-parleur de l'aéroport, c'était en turc, on n'a pas compris, on ne faisait pas attention. Et tout d'un coup, tout l'aéroport, toute la foule de l'aéroport s'est levée et a applaudi très fortement les Français. Et ils étaient sidérés, ils regardaient autour d'eux, ils ne pouvaient pas croire que c'était pour eux. Mais oui, bien sûr, c'était pour eux. Et c'était assez frappant de voir qu'effectivement, partout où on marchait dans l'aéroport, les gens disaient merci, 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 ils faisaient des signes, essayaient de les toucher, toucher leur uniforme, etc. Donc on sentait qu'il y avait une gratitude. Cette gratitude, ben, écoutez, elle a été très, très, très importante. Le fait qu'ils puissent le ressentir par ces applaudissements, c'était un moment suspendu et qui était magnifique. Et chose rare, après cette scène, un de ces hommes s'est confié à toi par écrit. Oui, c'est très étonnant parce qu'ils sont en pleine pudeur et on n'aime pas parler, l'armée n'aime pas parler aux journalistes, vraiment. Oui, j'ai reçu un mail le dimanche après être rentré chez moi dans la nuit. Quelqu'un venait de rentrer à Nogent-le-Rotrou avec toutes les troupes. Et cet homme me met une lettre pour parler un peu de son ressenti. Et puis il me dit, hein, je vous le lis, la petite chute de sa missive. Il évoque les applaudissements turcs et puis il dit... Ces applaudissements sont-ils mérités? Avons-nous rempli notre mission? Celle de sauver des victimes vivantes, rendre des corps à leurs familles, passer 11 heures à creuser pour remettre le plus dignement possible un enfant de 6 ans, découvert déjà décédé à son papa, prostré, en bas du chantier depuis des jours. Est-ce que cela a du sens? Était-ce la lettre de notre mission confiée par nos autorités? En tout cas, ces applaudissements auront au moins été un début de thérapie pour certains. Car les larmes sont venues pour beaucoup. Un sapeur-sauveteur costaud n'a pu cacher sa grande émotion à cet instant où nous nous apprêtions à quitter le sol turc, entouré aussitôt de ses camarades, l'un lui posant la main derrière la nuque, ultime geste viril, admis dans ces moments de détresse. Face à nous, assises, 3 jeunes adultes turcs s'essuient furtivement les yeux embués. À 20 mètres, une dame voilée d'un certain âge s'est levée pour apposer la paume de sa main sur les joues humides d'une de nos sapeurs, un geste d'une infinie tendresse et de tristesse. Au final, comme à l'image de notre mission, un baume sur une cicatrice géante. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, colonel Nico, pour votre témoignage. On va passer au temps des questions. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui. Mon colonel, j'ai une question sur l'organisation dans les premières heures où vous arrivez sur place. Je ne sais pas
comment ça se passe par rapport à la hiérarchie, mais y a-t-il un officier qui part en reconnaissance en amont des équipes qui sont retardées par le fret pour déjà préparer le terrain, faire les premières reconnaissances et savoir quels sont les chantiers les plus adaptés pour avoir de meilleures chances de survie pour les victimes? Merci pour cette question. Alors, tout dépend des circonstances. J'ai dit qu'il fallait conquérir notre liberté d'action. Ça, on peut le faire si on a des véhicules qui nous permettent d'envoyer quelqu'un en avance. Pour la première phase de notre mission, arrivé à Osmaniye, là, nous sommes arrivés tous en même temps et nous étions dépendants du point de contact turc qu'on nous avait donné qui allait nous assigner notre chantier. Voilà. Donc là, on n'avait pas la liberté d'action de choisir notre chantier. Mais une fois que ce responsable nous l'a donné, le temps qu'il faille décharger notre matériel, qu'on prépare les équipes, etc., bien évidemment, nous lançons une reconnaissance avec un officier, avec les équipes SINO surtout, qui sont celles qui sont le plus à même de détecter des victimes vivantes. Et donc c'est la première chose que nous avons fait en arrivant à Osmaniye. Voilà. Un officier avec des équipes SINO sur les 2 chantiers qui nous ont été assignés par les autorités turques. Et puis, 30 minutes après, le temps de décharger le fret, les équipes qui arrivent. Et le reste des équipes qui, à ce moment-là, érigent la base opérationnelle et qui, finalement, n'auront aucun temps de repos avant qu'elles puissent embrayer pour relever les équipes qui ont été engagées en premier temps. Pour l'arrivée sur Antioche, dès que j'ai eu le feu vert du redéploiement vers Antioche, je suis parti moi-même en amont, plusieurs heures avant le reste, pour aller me mettre dans la coordination internationale et me voir fixer notre zone avec des officiers de reconnaissance qui, une fois que notre zone était fixée, ont pu aller faire leur reco, ce qui a permis que dès que les équipes sont arrivées après les plusieurs heures d'embouteillage, elles soient immédiatement engagées. Donc oui, on a bien ce tempo-là où on essaye de projeter une reconnaissance au plus vite pour pouvoir engager nos équipes sans perdre de temps. J'ai également une autre question. Vous l'avez un petit peu évoqué sur l'aspect psychologique, mais durant la mission sur place, quelle est l'équipe de soutien sanitaire que vous disposez dans votre section? Donc on a 3 médecins et 4 infirmiers avec nous, et puis des auxiliaires sanitaires. Ce dispositif, initialement, c'est pas pour nous soutenir nous, c'est bien pour prendre en compte des victimes blessées en urgence. Et comme on a 2 chantiers activés en permanence, il faut qu'on puisse projeter 2 médecins simultanément, et le 3e est en réserve à la base opérationnelle, et puis il se relaye. Malheureusement, dans le cadre de notre mission, n'extrayant que des victimes décédées, les médecins sont mis plutôt en posture de nous soutenir, nous. Entre parenthèses, on a eu un blessé, un chien, voilà, et donc le médecin s'est transformé en vétérinaire pour recoudre notre chien. Mais ce sont les médecins qui très vite ont compris la grande souffrance psychologique avec laquelle les équipes revenaient et qui ont organisé ce diffusing à l'issue de chaque rotation. Voilà, donc un médecin prenait chaque équipe au retour et l'infirmier, en permanence, il y avait un infirmier sur place qui lui décelait les cas particuliers et ensuite remontait aux médecins et au commandement ceux qu'il fallait suivre plus particulièrement. Merci, mon colonel. Et pour compléter, de retour en France, puisque nous sommes militaires, nous avons le soutien de la cellule d'intervention psychologique de l'armée de terre. Et c'est elle qui a organisé le soutien psychologique dans la durée, avec une séance collective et des entretiens individuels 10 à 15 jours après le retour de notre mission. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, j'ai d'autres questions. Est-ce que vos sapeurs-sauveteurs participent à la logistique durant tout le transit ou il y a des personnels qui sont dédiés uniquement à ça? Donc dans l'organisation du détachement, chacun a sa fonction, effectivement. Il y a les équipes de recherche, les équipes logistiques, l'équipe de commandement, l'équipe sanitaire. Donc il y a vraiment, on constitue un détachement ad hoc en fonction de chaque mission. Alors pour une mission de sauvetage des blêments avec un AV Urban Search and Rescue, tout est normé avant et quand on déclenche l'astreinte en fait le 6 février à 5h du matin, on rappelle les gens dont on va avoir besoin. J'ai dit le dispositif d'astreinte est composé de 100 personnes, nous sommes partis avec 73. Donc nous n'avons rappelé que celles dont on a besoin en fonction des fonctions qu'elles vont devoir remplir durant la mission. Maintenant, tout sapeur-sauveteur est formé à intervenir sur le sauvetage des blêments. Donc celui qui a la fonction logistique
peut aussi venir en appui, aider ses camarades dans la fonction de sauvetage déblaiement. Voilà. Mais vous l'aurez compris, dans le cadre de cette mission, ça a été assez difficile puisque nos logisticiens ont été mis à rude épreuve. Néanmoins, comme chef de détachement, je me suis astreint à ce que tout personnel du détachement passe au moins une fois sur les chantiers, visualiser concrètement les actions de recherche. Et ça, c'est quelque chose de très important et que nous faisons, quel que soit le cadre de notre emploi. Sur feu de forêt, traitement de l'eau, cyclone, tempête, même ceux des fonctions logistiques, commandement, soutien, passent sur le terrain pour réaliser comment la mission est remplie. Mon colonel, les chiens, c'est des coéquipiers comme votre personnel. Le personnel a été à rude épreuve et les chiens sont particulièrement sensibles à leur maître, à ce qu'ils ressentent. Et sur les sauvetages déblaiement, les chiens sentent lorsqu'il y a des morts et ils n'ont pas forcément la même réaction. Vous avez les infirmiers qui sont occupés du personnel, mais vos coéquipiers canins, est-ce que vous pouviez pas faire un débriefing? Quel a été le protocole pour eux? Oui, merci, c'est une excellente question. Très rapidement, les maîtres chiens sont venus me voir en me disant « Nos chiens ne vivent pas bien cette mission ». Parce qu'effectivement, ils sont entraînés pour découvrir des personnes vivantes. Nous ne les entraînons pas à retrouver des personnes décédées. Donc, elles peuvent le sentir, comme vous dites, elles ressentent, on va dire, mais elles ne venaient pas marquer formellement, dire « là, il y a une personne décédée ». Ça, nos chiens ne sont pas capables de le faire. C'est du vivant ou rien. Voilà. Et donc, après une dizaine de jours, nos chiens n'étaient pas stimulés de ne pas découvrir de vivant. Nos chiens étaient aussi fatigués psychologiquement, au-delà de ressentir la pression qu'avait leur maître. Ils étaient aussi fatigués psychologiquement, nos chiens. Donc on a dû les mettre au repos, nos chiens. Voilà. Comme on mettait au repos les sapeurs-sauveteurs. Donc l'action immédiate sur place a été de préserver nos chiens un moment et d'aller les stimuler par les jeux. Alors il y a dans la salle des maîtres chiens qui seront mieux que moi, mais voilà, d'aller les stimuler par des jeux pour qu'ils aient cette gratitude de tiens, j'ai cherché mon jouet, je l'ai trouvé, là où ils n'arrivaient pas à trouver une personne vivante sur les sites. Ça, c'était l'action immédiate. Il a fallu être d'autant plus ferme pour les mettre au repos que nos équipes cynophiles, comme je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas mieux en termes de recherche pour déceler une personne vivante. Donc elles étaient très sollicitées. Et dès que nos équipes cynophiles étaient déployées sur un site, la population venait de partout en disant « Moi, j'ai entendu quelqu'un qui criait à l'aide chez moi. Je peux vous dire, venez me voir, là, vous êtes sûr, votre chien, il va marquer, etc. » Et en fait, de fil en aiguille, la foule a emmené nos équipes cynophiles partout et nulle part. Et on comprend, hein, on serait à la place de ces gens-là, on ferait tout ce qui est de notre possible pour essayer de faire venir une équipe de recherche sur zone. Mais il a fallu protéger nos maîtres chiens. Et la foule devenait même hargneuse quand nos maîtres chiens remontaient pour repartir à la base. Voilà. Donc la mise au repos initiale et ensuite au retour au quartier, voilà, progressivement. Il y a de toute manière une quarantaine obligatoire quand on est dans un pays étranger. Donc nos chiens sont mis dans un premier temps en quarantaine. Et après la quarantaine, on les restimule petit à petit avec ces jeux pour leur redonner effectivement cette récompense qu'ils ont de découvrir quelque chose. Eh bien, écoutez, nous allons conclure cette conférence. Je vous remercie beaucoup, colonel Nico, pour votre témoignage.